Le Hamas a gagné, il ne faut pas se raconter d'histoire. Parce que le Hamas, c'est pas juste une entité militaire avec des soldats. Le Hamas, c'est une idée. Le Hamas, c'est aujourd'hui pour les Palestiniens l'organisation qui a remis au devant de la scène la question palestinienne, alors que les accords d'Abraham étaient tout doucement en train de les mettre de côté comme étant un épiphénomène des accords entre Israël et les pays du Golfe. Donc, d'une certaine manière, politiquement, et c'est comme ça qu'ils le voient, Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Benichai. David, bonjour, Boker Tov. Boker. Merci d'être avec nous ce matin. Alors nous avons sollicité, on va dire à deux titres, parce que vous étiez hier à Tel Aviv dans les manifestations pour la libération des otages, et vous avez vous-même été un des Israéliens de ces manifestants qui ont été arrêtés par la police. Alors d'abord, racontez-nous ce qui s'est passé concrètement. Qu'est-ce qui a valu votre arrestation? Pas longtemps, on va dire, hein, pour Non. Effectivement, il y a une marche qui est après la Bima. Vous avez deux temps forts, le Motzei Shabbat. Vous avez un temps sur ce qu'on appelle la place des familles des otages, des Khatoufim. Et puis vous avez à la Bima une réunion qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Je pense que c'est ça qui a surpris la police. De gens qui demandent à ce que soit décidé dans les plus brefs délais une date d'élection, et pas dans 2 ans ni dans 3 ans, mais le plus vite possible après la guerre. Alors qu'on est déjà plus ou moins après la guerre, mais quoi qu'il en soit, je pense que donc on est arrivé sur Kaplan, et évidemment Kaplan n'était ouvert que sur une voie. Sur la seconde voie, il y avait encore des voitures, et on s'est positionné là à un moment donné, qui était à l'entrée de la Kiria, où il y avait effectivement des appels, des discours, et ça bloquait la circulation. J'ai bloqué effectivement la circulation, mais enfin non plus sans être ni violent ni vindicatif, et il y a un policier qui m'est tombé dessus, qui m'a attrapé, qui m'a tiré. Bon, pas des choses gravissimes, oui, quoi, mais je pense que c'était surtout parce que la police était débordée, qu'ils n'ont pas prévu la masse de gens qui étaient présents, et qu'ils avaient besoin immédiatement de faire de l'ordre. Donc les cavaliers sont arrivés, mais on n'a pas vu de coups de matraque, on n'a pas vu de rage. Ils avaient juste besoin de remettre de l'ordre. Donc voilà, j'étais arrêté, embarqué, et puis ils ont fait pression. Moi, j'étais prêt à aller au poste, ça me dérangeait pas. Je leur ai expliqué que j'avais commis aucune infraction et que c'était arbitraire. Ils n'étaient pas méchants, hein. Ils avaient pas envie de m'attraper, de me mettre KO, hein. Ils faisaient leur job. Je pense qu'ils ont été très surpris, et c'est ça surtout ce qui s'est passé en fait. Alors cette surprise, on peut peut-être l'expliquer, peut-être parce que effectivement, on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que de semaine en semaine, la protestation, on va dire, prend de l'ampleur et prend une connotation politique. C'est-à-dire le fait qu'elle parte de ce qui est la place des otages, qui est une place de consensus, on l'a vu ces derniers mois, qui rassemble, on va dire, l'ensemble des Israéliens, et qu'elle se dirige vers le boulevard Kaplan, qui est le symbole de la protestation contre la réforme judiciaire. On a le sentiment quelque part que désormais la protestation des familles d'otages, ou alors on va dire de certaines des familles d'otages, est politisée. Est-ce qu'on se trompe ? Non, mais est-ce que la situation à la fois de la guerre et des otages n'est pas, du point de vue du gouvernement, politisée? C'est-à-dire que on est en miroir. C'est-à-dire que s'imaginer que les gens vivent, non, il y a de la souffrance, les gens sont malheureux, j'entends des discours, ça a déchiré le cœur, et on a le sentiment qu'aujourd'hui, la question des avancées, la question des otages, et elle-même prise en otage par le politique, et on va le dire clairement, par le fait que Netanyahou s'accroche tant bien que mal à son siège, et qui laisse à ce titre beaucoup de choses se passer et se dire qui ne vont pas dans le sens d'un processus de libération des otages, de négociation, etc. Alors, donc, et c'est ça, si vous voulez, aujourd'hui, les gens, et c'est pour ça qu'il y a une conjonction, en fait, il y a une convergence des deux mouvements, à la fois le mouvement qui appelle à des nouvelles élections et le mouvement des familles des otages, qui disent on est pris là, coincé en tenaille avec un politique qui n'a absolument aucun scrupule et qui laisse dire et faire des choses de ses ministres qui ne sont pas acceptables. Alors pourtant, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose, parce qu'on a l'impression que c'est Binyamin Netanyahou qui empêche la conclusion d'un accord. Mais là, la semaine dernière, le Hamas répond à une proposition qui avait été faite à Paris par le chef du Shin Bet, le chef du Mossad, le chef de la CIA, etc., le Premier ministre qatari.
Et le Hamas rejette et il dit clairement, il veut l'arrêt des hostilités avant de débattre même d'une quelconque libération des otages. C'est-à-dire, pourquoi on a toujours le sentiment que c'est Netanyahou, quand on entend les manifestants, que c'est Netanyahou qui empêche la conclusion d'un accord alors que le Hamas lui-même l'empêche? Pourquoi on a l'impression que c'est Netanyahou qui est en train de garder les otages sous le sol, souterrain pour préserver sa carrière politique? Alors, il faut bien voir une chose. Déjà, Daniel, c'est très compliqué de venir et d'être dans une position unilatérale. Lorsqu'il y a une négociation qui s'engage, chacun y va, et en plus on est au Moyen-Orient, chacun y va de ses exigences les plus élevées possibles. Ça fait partie, c'est triste à dire parce qu'il y a des êtres humains au milieu, mais ça fait partie des jeux. Et les analyses qui sont cette semaine, en fin de semaine dans Haaretz, sur le processus du Massa ou Matan, des négociations, ne sont pas aussi claires et nettes et manichéennes que ce que vous présentez. C'est pas juste Netanyahou, c'est pas juste le Hamas, il y a un jeu. Mais c'est pas ça. C'est le sentiment qui met les gens à la fois en colère et dans une situation d'incertitude, ce sont les propos de Ben Gvir vis-à-vis de Biden, ce sont le diroug Ashraï, c'est-à-dire le fait que notre note a été baissée par Moody's, c'est le fait que Goldknopf nous dit rien à voir, ce gouvernement n'a rien à voir avec la guerre, et Gafni de son même parti a dû dire non, attendez, on est responsable, faut pas exagérer. Ensuite, vous avez une loi qui est présentée, un projet de loi qui dit non seulement vos gosses vont se faire tuer, mais en plus on va augmenter le nombre de mois que vous allez faire en réserve. Oui, mais alors, c'est-à-dire, donc, à un moment donné, Daniel, quand vous lancez autant de chiens dans la cour, quand vous créez un tel bordel, les gens perdent confiance. Donc c'est pas juste Netanyahou qui discute avec le Hamas, il y a une ambiance générale quand vous avez Tali Gottlieb et M. Salem qui, comme deux pochetrons qui s'attaquent sur la Knesset, c'est un manque absolu de respect pour la politique israélienne. Donc vous avez aujourd'hui une situation, une ambiance qui n'est pas sereine, qui ne donne pas le sentiment aux Israéliens qu'il y a un pilote à bord. Vous avez juste le sentiment qu'il y a une surenchère d'excitation qui n'est pas organisée de façon stratégique, ni vis-à-vis des Américains, ni vis-à-vis des Saoudiens, ni vis-à-vis du Hamas. Et donc, ça crée un sentiment d'incertitude absolue des gens. Alors je voudrais reprendre parce que vous avez en fait cité en une minute tous les cas et les épiphénomènes radicaux de la coalition gouvernementale, les cris et les trucs de Tali Gottlieb, de Ben Gvir, de Smotrich, etc. Mais il y a, et ça c'est incontestable, on peut pas le contester, il y a dans la société israélienne aussi d'autres voix. Il y a des voix qui appellent clairement à dire que si on ne va pas jusqu'au bout du combat contre le Hamas aujourd'hui, eh bien, la sécurité d'Israël est en danger. Il y a des voix qui disent, des soldats réservistes, de toutes les tendances politiques qui reviennent, qui disent, on veut continuer le combat. Il y a cet esprit de réout, de fraternité des soldats qui reviennent du combat, des centaines de milliers de réservistes qui disent, il faut aller jusqu'au bout, sinon l'État d'Israël sera en danger. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, je suis d'accord. Vous savez, Clausewitz, le grand écrivain de l'art de la guerre, disait « La guerre, c'est une extension du politique ». C'est-à-dire que vous faites la guerre, mais ça veut dire que derrière, vous avez un plan. Ça veut dire que vous savez où vous allez. Ok? Donc oui, bien sûr, il faut faire un maximum pour pouvoir détruire l'infrastructure du Hamas. Mais je vais vous dire quelque chose qui va sûrement choquer Daniel. Mais le Hamas a gagné. Le Hamas a gagné, il ne faut pas se raconter d'histoire, parce que le Hamas, c'est pas juste une entité militaire avec des soldats. Le Hamas, c'est une idée. Le Hamas, c'est aujourd'hui pour les Palestiniens l'organisation qui a remis au devant de la scène la question palestinienne, alors que les accords d'Abraham étaient tout doucement en train de les mettre de côté, comme étant un épiphénomène des accords entre Israël et les pays du Golfe. Donc, d'une certaine manière, politiquement, et c'est comme ça qu'ils le voient, et donc de notre point de vue à nous, ça veut dire qu'on doit être capable d'attaquer et de réduire à néant l'infrastructure du Hamas, mais il faut qu'on prévoie le jour d'après. Or aujourd'hui, moi je suis d'accord avec les soldats qui disent il faut tout faire pour casser toute l'infrastructure militaire du Hamas, évidemment pour notre sécurité, mais vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas un plan beaucoup plus large, politique du jour d'après, qui a une extension diplomatique intelligente. Et c'est pas le cas. Alors disons David qu'on peut
partager cet avis concernant le jour d'après. Mais là, on n'est pas au jour d'après. Là, il y a plusieurs paramètres qui se mélangent et qui posent problème. C'est-à-dire lorsque les familles d'otages, celles qui sont sur la place des otages et à Kaplan, qui disent un accord maintenant, immédiatement, sans condition, même si ça peut apparaître comme une reddition d'Israël, c'est-à-dire libérer 6000 terroristes, arrêter le combat, Même le Hamas ne parle pas de 6000 terroristes. Non, mais arrêter le combat. D'abord, le Hamas parle de ce qu'il a envie de parler. Il parle de 1500. J'ai pas entendu qui était le Hamas qui parle de 1500, mais enfin, passons. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi, David, ce que ça veut dire un accord à tout prix, un accord maintenant. Est-ce que quand on négocie, dire un accord à tout prix, un accord maintenant, ce n'est pas placer d'emblée Israël en position de faiblesse par rapport à ce Hamas qui se terre dans les tunnels? Alors, premièrement, il faut bien entendre que, évidemment, que les familles des otages. J'écoutais une femme hier qui m'a ému, d'Ofakim, qui disait « Moi, j'ai voté pour le Likoud, moi, j'ai voté aux élections pour Bibi, et aujourd'hui, je vous en supplie. » La question... Non, la question n'est pas les familles des otages. On les met de côté, les familles des otages. La question est la récupération politique que font certains de la douleur des otages, de la fête des familles d'otages. C'est ça. Oui, mais enfin, la récupération politique, elle est des deux côtés, donc. Oui. Oui, évidemment. Moi, je suis pas nécessairement pour une libération dans toutes les conditions possibles et imaginables. Je suis pas pour ça personnellement. Je comprends la souffrance des gens et je comprends que ce soit demandé. Il y a évidemment, et ça fait partie du jeu politique, une récupération, mais disons-le clairement. Vous savez, l'attitude des gens, c'est aussi en miroir et en réaction de ce qu'on leur dit. Quand Netanyahou vient et dit on va aller jusqu'au bout, et puis là, on sent bien que la question des otages devient secondaire et qu'il est prêt à les sacrifier, que ces portions congrues, évidemment que ça renchérit le sentiment de frustration et de colère et le fait de dire bah ça suffit maintenant, il faut libérer les otages et on verra pour la suite. Vous savez quoi, il y avait un exemple qui était pris dans une émission du grand rabbin séfarade Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, qui disait quand on est en accord, d'abord la vie. Après on verra, on gérera le reste. Mais d'abord et avant tout la vie. Ok, et donc il y en a qui disent oui mais attendez, d'abord et avant tout la vie, on a libéré Sinoir et Sinoir il est venu nous massacrer. Oui mais enfin, c'est pas aussi simple que ça. Il est venu nous massacrer, il s'est préparé, on a donné des balises mais là. Voilà, donc on va pas. Donc aujourd'hui, oui, c'est normal qu'il y ait des gens qui appellent à l'arrêt des combats et à la libération des otages. Ça fait partie évidemment et à la fois des sentiments et de la souffrance des gens et à la fois du jeu politique. Mais disons, pour moi, ce que je regarde, c'est de dire, est-ce qu'on n'est pas là dans une situation de maintenir et de continuer à bas bruit un conflit qu'il va falloir qu'il s'arrête, parce que s'arrêter, ça veut dire le jour d'après. Vous savez quoi? Les Melouemnikim qui ont donné depuis le 7 octobre 4 mois, qui viennent de se libérer, vous savez qu'ils ont reçu un tsav, un appel, pour aller au nord au mois d'avril ou au mois de mai. Oui. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment que la guerre ne va pas s'arrêter. Donc, si vous voulez... Et alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, c'est ce que je le dis et je reviens dessus. La guerre est une extension du politique. Si la guerre devient la guerre pour la guerre et qu'il n'y a plus de pensée politique, diplomatique, stratégique, si nos alliés les plus extraordinaires, Biden est un allié extraordinaire pour l'État d'Israël. Jamais les Américains n'ont été aussi loin dans le soutien. À un moment donné, il faut pas cracher dans la soupe. À un moment donné, il faut pas mordre la main qui est tendue. À un moment donné, quand vous avez Joe Biden et les États-Unis qui sont derrière nous et qui nous disent bon, maintenant, il faut passer à l'étape de penser le jour d'après, de penser des relations politiques, diplomatiques, géostratégiques. Vous pouvez pas continuer à dire on va tuer. Et vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Les gens, premièrement, ce n'est pas tous les soldats qui se réunissent et qui étaient à sa fameuse conférence de la victoire. Vous avez des gens derrière qui ont un agenda politique. Non, mais je parle pas de ça. Qui, au nom du combat, veulent réoccuper Gaza. Faut pas l'oublier, Daniel. Il y a des gens qui, au nom de, on va aller jusqu'au bout, jusqu'au boutiste, d'une certaine manière, on va réinstaller les colonies de Gush Katif à Gaza. Faut pas oublier que ça fait partie des discours et tout le monde, même les soldats qui veulent en finir avec le Hamas, ne sont pas dans cette posture de dire on va réoccuper. Mais au moins, j'étais à Gaza, il y a des morts.
C'est pas la peine qu'on se retrouve là-bas bien encore entendu, à nouveau bien entendu que c'est pas l'avis de tout le monde, mais au moins on peut dire que quelque part, ceux de la conférence dont vous parlez, ils ont au moins le mérite de présenter une solution d'après-guerre. On peut ne l'accepter ou ne pas l'accepter, mais c'est une solution d'après-guerre. Ça ne peut pas, après le 7 octobre, personne ne peut dire quelle est la meilleure solution. Est-ce que la meilleure solution, c'est de mettre un État palestinien à côté, dans la bande de Gaza ou pas? C'est-à-dire, personne ne le sait. Ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut en discuter, mais personne ne connaît la science infuse pour savoir quelle est la bonne solution. La question est de savoir aujourd'hui si finalement, en menant cette campagne, en donnant un cachet plus politique, on risque d'abord d'affaiblir Israël dans ses revendications, dans les négociations face au Hamas, parce que le Hamas, on l'a vu, ce sont pas des enfants de cœur, ce sont pas des gens, on sait qui ils sont. Donc, est-ce que finalement, ça ne risque pas d'affaiblir Israël, c'est tout? Mais Daniel, qu'est-ce qui affaiblit Israël aux yeux des pays arabes qui sont hostiles et aux yeux du Hamas? Qu'est-ce qui affaiblit Israël? La perte c'est de pas la la manifestation, c'est la déstructuration de l'État. L'État est déstructuré. Vous avez des gens qui vous disent j'ai perdu mon fils le 7 octobre, j'ai pas reçu un coup de téléphone, il n'y a pas un Haber Knesset qui est venu me voir. L'État est déstructuré. Les Melouimnikim qui perdent leur job, les Melouimnikim qui ont leur business qui s'effondre, l'État n'est pas derrière eux. Daniel, c'est pas juste le fait que vous avez des gens qui brandissent des pancartes. La faiblesse d'un État, elle est pas liée au fait que vous avez un courant dans la société qui dit Aleph ou Bet. Vous avez une observation qui est que l'État aujourd'hui est en situation de banqueroute à tous les niveaux. Et c'est une manière, ça que voit le Hamas, c'est pas autre chose. David, c'est une manière de voir les choses, mais il y a beaucoup d'Israéliens qui voient l'État d'Israël comme un État fort qui, après une claque comme celle du 7 octobre, s'est ressaisi, s'est réuni, a envoyé des soldats au combat et est en train, comme le disent les responsables de l'État-major aujourd'hui, disent qu'aujourd'hui, le Hamas est décimé sur le plan militaire. Peut-être pas sur le plan politique, mais sur le plan militaire. Il y a deux manières de voir. Il y a la moitié du verre vide et la moitié du verre plein. On peut toujours voir la moitié du verre vide. Ça, mais Daniel, vous l'avez dit vous-même, si aujourd'hui l'évaluation de Tsahal, c'est de dire nous avons décimé l'infrastructure militaire du Hamas, alors c'est légitime. C'est tout à fait légitime aujourd'hui de passer à l'étape d'après. Je veux dire, si vous le dites vous-même, si vous dites aujourd'hui on sait que, or le sentiment de beaucoup de gens, c'est qu'on maintient un état de guerre de façon artificielle. Et aujourd'hui, les gens avec qui je parlais dans la rue disaient, maintenant, chacun des morts, que ce soit les otages ou nos soldats, ils seront morts pour des raisons politiques. Ils seront pas morts parce que c'était nécessaire de faire la guerre. Ouais, c'est ça qui est on est dans ce moment-là, dans ce moment clé-là, qui touche les gens et qui font que les gens sont en colère. Et ils se disent, ok, très bien, on a décimé l'infrastructure du Hamas, ok, passons à l'étape d'après. Et on a le sentiment que le politique, que Netanyahou et son gouvernement ne veulent pas passer à l'étape d'après. Et qu'ils se maintiennent dans un état de conflit à bas bruit, et que ça fait des morts, et que les gens disent, on n'est pas prêt à envoyer nos mômes se faire descendre pour maintenir au pouvoir Netanyahou. Voilà. Bon, on a bien compris le message et on comprend aussi que c'est pas le message de tout le monde. C'est vrai que c'est important de le faire passer, bien sûr, mais les avis sont partagés quant à la question. En tout cas, dans la réalité israélienne d'aujourd'hui, il y a aussi des manifestations aujourd'hui pour encourager le gouvernement à aller plus en avant dans les combats et à éradiquer de la manière la plus, on va dire, la plus absolue le Hamas, même si tout le monde comprend, tout celui qui est sensé comprend que ça sera extrêmement difficile, si ce n'est impossible. Merci beaucoup, David Ben Ishai, d'avoir accepté de répondre à nos questions et bonne journée, bonne semaine. À bientôt. Merci Daniel, bonne journée.